dans le 7e arrondissement. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Le mec, il est en train de détruire le mythe méritocratique en direct sur CNews. Vous imaginez bien que quelqu'un qui vit dans une famille où les parents ont des revenus de 40 000 euros par mois en moyenne, n'a pas une même vision de la société, ne grandit pas dans une même idéologie de la société que quelqu'un dont les parents gagnent 3 000 euros net par mois à eux deux. Amélie Oudéa-Castéra se fait cribler de polémiques. Et donc, bon, il y a Mediapart qui a tapé dessus, il y a pas mal de journaux et de vidéastes politiques plutôt classés à gauche qui ont tapé dessus. Du coup, quand ça arrive, souvent, bon bah, il y a des réflexes de classe et généralement, comme quand Éric Zemmour s'était fait un peu étrier, agressé dans la rue, et ben, il y avait toute une mise en place du système médiatique pour le protéger. C'est pareil quand il y a eu d'autres scandales, pareil avec Borne où, bon, c'était montré qu'elle était là pour détruire la démocratie à coup de 49.3, mais on disait quand même que oui, le gouvernement Macron tient le cap, ils utilisent la Constitution, c'est normal, etc. Bon bref, il y a des espèces de systèmes de protection de classe qui se mettent en place. Quand il y a eu Gérard Depardieu aussi, bon bah évidemment il y a eu tout le scandale autour et il y a eu encore une espèce de réflexe de protection de classe. Oui, c'est Gérard, c'est le grand acteur qui met des mains au cul à des gens qui ont rien demandé. Voilà, hein, c'est Gérard, donc ça passe. Mais là, je suis étonné parce que en ce qui concerne la ministre de l'Éducation nationale, même une chaîne comme CNews se transforme en chronique marxiste. Alors vous allez voir, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, mais vraiment, ça m'étonne même que ça n'ait pas été repris par d'autres vidéastes. Donc là, vous allez voir, c'est sur la chaîne d'un certain Fred Marseille. Et donc, il y a une vidéo, voilà, Marc Menant, Rabbi Amélie Oudéa-Castéra pour l'hiver en décrivant son parcours. Et je sens que ça va être pépite. Tout le monde connaît Amélie Oudéa-Castéra aujourd'hui, mais personne ne connaît réellement son parcours et on a envie d'en savoir plus. On peut comprendre qu'elle soit confuse devant une assemblée, car son ascension a été une ascension de mérite. Elle est partie du 7e arrondissement de Paris avec un père qui était directeur de Publicis, une maman qui était directrice des ressources humaines dans une grande entreprise. On est de la famille des Duhamel, Alain Duhamel, Patrice Duhamel, des gens qui, au quotidien, sont confrontés à la dureté de l'existence. Alors la petite fille dans tout ça, il lui faut se battre pour aller à l'école dans le 7e arrondissement. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Le mec, il est en train de détruire le mythe méritocratique en direct sur CNews. Le titre, une enfant de l'élite. Mais, je sais pas, peut-être vous l'avez vu, mais moi je l'ai pas vu, mais est-ce qu'ils ont fait pareil sur Gabriel Attal ? Est-ce qu'ils ont fait pareil sur d'autres membres du gouvernement ? Enfin, moi ça m'étonne. Enfin, je m'attendrais à une chronique comme ça sur une chaîne comme Blast ou le Média ou presque peut-être même LCP, LCI, j'en sais rien. Sur Quotidien, voilà, au Quotidien, on s'attendrait à un truc comme ça. Mais là, on parle de CNews. Il est en train de faire de la science sociale marxiste. Le mec. C'est pas facile dans le 7e arrondissement, vous êtes dans le quartier du Luxembourg. Il y a des menaces, il y a des gens qui sont là. Regardez la tête de Charlotte Dornelas, elle comprend très bien ce qui est en train de se passer. Lui, il est dans son truc, il est dans sa chronique, il y croit à fond, mais elle sait bien ce qui se passe. On va voir après, parce que du coup, on va faire le parcours un peu de vie pour voir si leur vie à eux a été aussi difficile que a pu être celle d'Amélie Oudéa-Castéra. Mais regardez un peu la réaction des gens autour. Et même même Christine Kelly, regardez la tronche qu'elle fait. Marc, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Des menaces, il y a des gens qui sont là, qui ont l'air louches. Et puis après, elle est au lycée d'Uruy, toujours dans le 7e arrondissement. Ah, heureusement, on arrive à faire quelques économies. Et pour que l'enfant oublie ces conditions de vie extrêmement pénibles. Mais vous vous rendez compte que... Bon, là c'est ironique le truc, mais en vrai... Enfin, s'il changeait quelques mots en disant elle vient pas du 7e, elle vient du 19e, dont un immigré qui travaille... qui gagne le SMIC, et l'autre qui est à mi-temps, mère au foyer avec 2 enfants, et qui a du mal à trouver un travail, qui a du mal à jongler entre le travail et les enfants. Là, ça pourrait passer pour quelque chose de vraiment quelqu'un qui a réussi à monter les échelons sociaux. Mais là, donc, il est en train vraiment de dire qu'en gros, cette femme, toute sa vie,
elle a connu que l'abondance. Elle a connu que les choses faciles. Toute sa vie a été facile à cette femme. Et c'est ce qu'il est en train de démonter, quoi. Il est en train de dire ça. Mais les autres, ils ont du mal à laisser passer ça, parce que du coup, ça légitime, entre guillemets, la vision des déterminismes sociaux que les sciences sociales et la gauche, d'une manière générale, mettent en avant pour expliquer les inégalités et pour un peu démonter la propriété privée qui permet aux riches de le rester, qui permet aux puissants de dominer socialement, enfin qui permet à la bourgeoisie d'exister, quoi. Le mec, il fait carrément une attaque frontale contre la société bourgeoise dont Amélie Oudéa-Castéra est un pur produit. Là, franchement, pour ceux qui connaissent Branco et le livre de Branco, Crépuscule, et le passage sur Attal, là, ce qu'il est en train de nous faire, Marc Menant, c'est du Branco sur Attal. Sauf qu'il nous fait il nous fait ça sur Amélie Oudéa-Castéra. C'est fou. Enfin, moi, c'est hallucinant, quoi. Je pensais pas qu'on puisse voir ça sur CNews. Et c'est pas fini, hein. Elle joue au tennis. Et là, elle montre un petit talent. Et oui, on la verra même aux demi-finales junior en Angleterre, à l'Open d'Angleterre. Regardez un peu comment ils savent pas où se mettre, ils savent pas où aller, ils savent bien ce qui est en train de se passer. Il y a que lui qui se rend compte de rien, c'est fou. Cette petite fille sera championne de France. Des moins de 14 ans, championne de France. Des moins de 16 ans. Et on l'a. À Roland-Garros, elle jouera en double avec Amélie Mauresmo. Malheureusement, patatras, elles sont éliminées. Vous vous rendez compte? Elle avait trouvé un champ pour montrer qu'elle pouvait échapper à sa condition difficile. Et... T'as un père qui travaille chez Publicis et une mère qui est RH dans une grande boîte. Ça doit facilement être dans le top 5 des revenus en France. Mais facile, hein, dans le top 5 des revenus. Je ne sais pas, je ne fais que supposer. Les sciences sociales pourraient peut-être nous en apprendre plus. Et malheureusement, le destin ne l'a pas épousée. Alors, elle se replie sur les études, mais peut-être un peu dissipée, elle ne réussit pas à rester dans le 7e arrondissement. Et pour aller préparer les grandes écoles, il lui faut migrer dans le 16e arrondissement. C'est un truc de fou, quoi, quand même, parce que du coup, pour moi, enfin, si vous n'êtes pas marxiste dans l'âme, ou si vous n'êtes pas, si vous êtes un peu idéaliste en disant que oui, quand on veut, on peut, etc. Enfin, vous imaginez quand même que cette femme, du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas connu le manque. C'est quelqu'un pour qui, quand on dit oui, il faut faire des restrictions budgétaires sur telle ou telle activité, tout les tel truc, elle voit des chiffres, elle voit que oui, il faut rembourser tant et tout, et elle s'en fout que derrière, ça va peut-être empêcher des milliers de gosses de faire certaines activités, ou des milliers d'élèves de tout âge d'avoir accès à tel ou tel truc. Non, dans leur tête, non, par exemple, il faut mettre l'uniforme. C'est important, l'uniforme, hein. Il n'y a pas d'argent pour rénover les écoles, il n'y a pas d'argent pour recruter les profs, pour recruter des remplaçants, pour augmenter le nombre de classes, mais il y a de l'argent pour faire des uniformes. Voilà. J'avais fait un calcul rapide, mais si ça s'applique à tous les élèves de France en 2026, on est quand même entre 2,5 et 3 milliards d'euros d'investissement. Mais au bout d'un moment, quand on n'a pas d'argent pour rénover des classes ou recruter des profs qui sont des agents économiques, mais qu'on a de l'argent pour faire des SNU de merde ou des uniformes à la mort moelleux qui changeront rien, ça changera rien les uniformes. Hein. Au lycée La Fontaine, vous imaginez du 7e au 16e arrondissement, pas loin du Lois de Boulogne, avec des fréquentations qui pourraient la désespérer, mais l'enfant arrive à se concentrer et elle réussira. Léna, la voilà à Léna, avec une promotion dans laquelle elle rencontre un jeune garçon sémillant. Oh, il est mignon comme tout. Il a la chance qu'une jeune femme se soit intéressée à lui très tôt et l'ait propulsé à suivre les cours de théâtre. Ce petit bonhomme s'appelle Emmanuel. Ils seront ensemble sur les bancs de l'école et leur promotion, c'est la promotion Léopold Senghor. Une promotion de battants, une promotion de gaillards qui osent affronter la direction de l'ENA. Ils ont même la contestation des manières dont on classe les élèves. Ah, ça bouge à l'ENA en ce temps-là. Et d'ailleurs, ils finiront par rédiger l'ENA, l'urgence d'une réforme. Et le petit Emmanuel l'appliquera, comme quoi ils sont tenaces. Alors elle sort de là, émerveillée, avec enfin un avenir. Vous vous rendez... Évidemment, vous avez compris qui c'était.
Emmanuel. Le monde est petit hein, dans cet univers-là. Compte tout ce qu'elle a dû franchir comme obstacle, et la voilà à la Cour des comptes. La Cour des comptes, théoriquement, vous devez 10 ans forcément pour obtenir la libération des coûts que vous avez engendrés pour votre formation et sortir de l'administration. Elle restera là, mais obtiendra une sorte de dispense et elle sera chez AXA. Chez AXA, elle tiendra des hautes fonctions. On la trouvera en... Donc voilà, moi je dis c'est l'école nationale d'administration. C'est-à-dire que tu es formé pour administrer à haute échelle le pays. Bah je vois pas, déjà la dispense on sait pas de quoi il parle. Donc elle a fait combien de temps sur les 10 ans qu'elle devait... Enfin je veux dire en fait, tu es formé pour administrer l'État. Alors tu peux changer en cours de route, il y a pas de souci. Il faut pas que le temps que tu aies passé à l'administration de l'État, t'en aies profité pour favoriser tel ou tel intérêt qui ensuite te dit bah vas-y on te fait une place dans la famille hein, parce que c'est comme ça en fait qu'on arrive à des problèmes de justice et des problèmes démocratiques hein, tout simplement. Suite chez Carrefour. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le pantouflage hein. Puis si ça vous intéresse, j'ai écrit un petit livret sur le pantouflage et ses conséquences. C'est un petit livret de 28 pages que vous pouvez en lien sous la vidéo. Tout ça en très très peu de Je vous invite à le découvrir parce que c'est une petite lecture qui réveille bien l'esprit quand même. temps. Et chez Carrefour, elle s'occupe du digital. Oh, elle restera 1 an, mais elle se fait remarquer d'ailleurs. Elle est élue Madame Digital en 2020. Vous connaissez sa rémunération 1 400 000 euros par an à Carrefour. C'est des gens, ils gagnent en 1 mois ce que la plupart des gens gagnent en 1 an et demi, voire 2 ans. Alors, je dis pas que c'est pas immérité, hein. Mais je suis partant pour dire que ces gens-là ne peuvent pas être à la tête d'un pays où vous avez 80% des salaires qui sont en dessous de 2500 euros net. C'est pas possible. En fait, parce qu'ils peuvent pas comprendre le quotidien. Vous voyez, par exemple, quand il y a des augmentations, des inflations, tout ça, ils le ressentent pas. Quand tu gagnes 35 000 euros par mois, que la baguette de pain ou que le litre d'essence, il coûte 1 euro ou 3 euros, tu t'en bats les reins. Moi, je trouve ça anormal que quand t'as ce niveau de revenu-là et ce niveau de vie-là, tu puisses être amené à avoir des postes décisionnaires qui vont être contraignants pour des gens qui sont à des années-lumière de ton niveau de vie, quoi. Je sais pas, moi ça devrait être un critère, le parcours professionnel devrait être un critère. Bon, déjà les compétences et ensuite le parcours professionnel, parce que si t'es pas habité par la mission que t'as en tant que ministre, mais faut pas le prendre, quoi. Faut pas le prendre. C'est trop important. C'est trop important, quoi. Voilà, parce que c'est une tâche extrêmement pénible. Et son mari, eh bien, elle s'est mariée sur les entrefaites, elle a des enfants, oui, elle aura des enfants, 3 garçons. Et son mari, il est président de la Société Générale. Et après, président de Sanofi. Vous vous rendez compte, les fins de mois? La Société Générale qui a été sauvée grâce à l'endettement de l'État français. Hein. Normalement, la Société Générale, elle aurait dû couler. Si on était vraiment dans un marché capitaliste libre et non faussé, la Société Générale, elle aurait dû couler avec les fautes de Jérôme Kerviel. Mais ils l'ont sauvée, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, non mais attendez, nous si on tombe, il y a je sais pas combien de millions d'épargnants qui vont perdre leur argent. Bon, déjà les épargnants, ils sont garantis par l'État jusqu'à 100 000 euros, hein, les dépôts. Et puis après, pour les quelques-uns qui auraient des dépôts au-delà de 100 000 euros à la Société Générale, bah c'est comme si tu avais des dépôts en actions dans une société qui fait faillite. À un moment donné, c'est pas à la collectivité de prendre en charge l'argent que t'as pas su gérer en tant que banque, quoi. C'est pas normal en tant que banque privée en plus. Et en plus, l'idée c'est quoi? C'est de dire ouais, on va endetter l'État pour renflouer la dette des épargnants. Ouais, mais sauf que les épargnants qui se seront fait sauvegarder leur dette de cette manière, bah, ils vont devoir la rembourser à travers des hausses d'impôts ou à travers des baisses de revenus ou à travers des augmentations de taxes, quoi qu'il en soit. Donc l'argent que l'État vous a sauvegardé entre guillemets, bah il va quand même vous le reprendre d'une manière ou d'une autre sur le long terme, peut-être sur vos descendants, j'en sais rien, mais enfin, c'est ça aussi qui fait que les gens n'ont plus confiance dans le système, c'est que quand on leur dit que oui, le système c'est normal, qu'il y ait des entreprises qui se cassent la gueule et tout, machin, bon bah quand il y en a une qui se casse la gueule, ça peut être une banque, si elle tombe, par faute de ses malversations, et bah elle tombe, et puis elle sert d'exemple aux autres. On n'est pas obligé de se sacrifier pour des colosses au pied d'argile, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit. C'est pour ça que les gens ne votent plus aussi, c'est aussi pour ça. Vous vous rendez compte comment il est difficile d'appartenir à cette classe moyenne avec laquelle, eh bien, il faut compter quand on est ministre. Elle sera aussi, elle revient à ses premières pense qu'il s'en amours, rend compte quand même. elle sera du côté du tennis. De son gag, là. Directrice à côté d'un ancien champion qui devient président, Moreto, et
Il est contesté, Bon, bref, on va avancer, mais... Ministère de l'Éducation, et c'est pourquoi elle est éblouissante dès ses premiers mots. Un peu hésitant, il est vrai, mais quand on a autant souffert, on gagne pas toujours en 5-7. Alors ça s'arrête là-dessus, c'est dommage parce qu'il a pas laissé plus longtemps là le vidéaste, mais franchement, je pense qu'il y a dû y avoir facilement 5 secondes de blanc pour qu'ils se remettent de cette leçon de marxisme sur C8 à laquelle ils sont pas habitués. Voyons voir un peu quel a été le parcours des chroniqueurs qu'il y a autour. Donc Marc Menant, né en 44 à Ardricourt, est un journaliste, écrivain et chroniqueur de télévision français. Depuis 2017, chroniqueur sur CNews. Études pour être officier radeau dans la marine marchande, successivement surveillant scolaire, prof de maths, animateur salon de l'enfance, puis journaliste sportif sur RTL. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui a grandi pendant les 30 Glorieuses, qui a pu avoir pas mal de métiers différents, donc qui a pu un peu traverser toutes les strates de la société. Ils disent pas grand-chose sur sa famille, donc bon. S'il a fait des études pour être officier radio dans la marine marchande, officier, ça demande déjà un certain niveau d'études, donc je pense que soit c'était quelqu'un de bosseur, soit c'est quelqu'un qui vient d'une famille quand même, qui avait les moyens de l'envoyer dans ce genre d'études. Voilà, quelqu'un qui a bien connu les 30 Glorieuses, qui en a bien profité. Ensuite, on a Charlotte Dornelas, 23 juin 86 à Orléans, journaliste et chroniqueuse française issue de la mouvance identitaire. Elle est considérée comme l'une des figures les plus médiatiques de l'extrême droite en France. Mais CNews n'est pas une chaîne d'extrême droite, on le rappelle. Elle est membre de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Elle est née au sein d'une famille française d'origine portugaise appartenant à la noblesse de l'ancien royaume de Portugal. Bon, déjà, si t'appartiens à la noblesse, même si t'es élevé à Orléans par des parents catholiques traditionalistes. Donc voilà, quand on parle de marxisme, Charlotte Dornelas, bon, c'est quelqu'un qui est issu, voilà, de la mouvance identitaire, qui n'hésite pas à parler de sa foi catholique. Un marxiste vous dirait que les conditions matérielles d'existence dans lesquelles elle a grandi, couplées à des études bourdeusiennes qui vous diront que le capital culturel et le capital social d'un individu forgent en grande partie son caractère, on pourrait dire que oui, effectivement, le fait que Charlotte Dornelas, aujourd'hui 37 ans, soit une catholique traditionnelle, ait une vision catholique assumée, a un discours pro-catholique, pro-France, contre certaines immigrations et contre certains autres mouvements religieux, peut s'expliquer par ses origines sociales et le milieu dans lequel elle a grandi. Voilà, il y a un déterminisme social qui ont fait que, à moins qu'il y ait une révélation ou un choc qui pu lui faire voir une autre vision de la société, elle a suivi le tracé de sa famille et elle est elle-même aujourd'hui quelqu'un qui propage un message plutôt catholique traditionnaliste et qui officie sur une chaîne dont le propriétaire Vincent Bolloré s'estime être dans une lutte civilisationnelle au sein de sa chaîne. Et enfin, Christine Kelly, née le 13 juillet 1969 au Lamentin, Guadeloupe, est une animatrice audiovisuelle, journaliste et écrivaine française, travaillant dans le secteur des médias à partir de 92. Elle est membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et préside ensuite de la fondation Alice Milia, Fondation européenne pour le sport féminin. Très bien. Et elle est actuellement sur CNews. Est née en 69 au Lamentin, Guadeloupe, fille d'enseignants habitant un logement de fonction dans une école. Elle grandit ensuite dans une maison construite par ses parents. Elle est deuxième enfant d'une fratrie de 4. Enfant battue, elle fera part de maltraitance subie dans un climat malveillant durant sa prime enfance, entre une mère violente et un père alcoolique. Bon, là, pour le coup, on peut se dire que ça a dû lui forger le caractère. Sa mère quitte la Guadeloupe avec ses enfants pour s'installer chez des cousins à Paris. Son père, devenu sobre, les rejoint un an plus tard. Après plusieurs tentatives de suicide, Christine Kelly quitte le foyer parental à l'âge de 20 ans. Bon, on voit que c'est quelqu'un, et je crois que Christine Kelly aussi est plutôt catholique, a une foi catholique affirmée. Bon, on peut se dire qu'effectivement, peut-être que la spiritualité lui a permis de rebondir sur une jeunesse qui était pas terrible, qui était pas très rose. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé de se battre pour garantir sa place, et peut-être qu'elle est, on pourrait dire, par rapport à Charlotte Dornelas, quelqu'un de plus méritant sur son parcours. Et en tout cas, qui est largement plus méritant que Amélie Oudéa Castéra. Malheureusement, il faut croire que ce parcours qui est le sien ne lui permet pas de se rendre compte que il y a des millions de personnes qui ont les mêmes conditions d'existence qu'elle quand elle était plus jeune et qui ne s'en sortent pas parce que ils sont arrêtés à leur image soit religieuse, soit sociale, et que on n'arrive pas à les percevoir autrement que parce qu'ils incarnent. Et donc c'est dommage, on finit par s'enfermer dans une vision très binaire de la société entre les gentils et les méchants, et on finit par mettre en avant des personnages autrement plus dangereux. Quand on dit le marxisme c'est la détestation des riches,
Non, le marxisme, c'est comprendre quels sont les moyens matériels d'existence d'un individu et si ça détermine ou non ses choix politiques, ses choix idéologiques et sa vision de la société. Vous imaginez bien que quelqu'un qui vit dans une famille où les parents ont des revenus de 40 000 € par mois en moyenne n'a pas une même vision de la société, ne grandit pas dans une même idéologie de la société que quelqu'un dont les parents gagnent 3 000 € net par mois à eux deux. Vous n'habitez pas dans les mêmes conditions, vous ne voyez pas les mêmes personnes, vous n'avez pas accès aux mêmes matériaux, potentiellement vous ne connaissez pas le manque. Et vous imaginez une société dirigée par des gens qui n'ont jamais connu le manque. Et après, il faut dire à cette société, va falloir vous serrer la ceinture. Enfin, ça saute de partout, quoi. Je veux dire, depuis 2017, on a quand même eu quasiment un mouvement populaire d'ampleur chaque année. Les gilets jaunes, la réforme des retraites, les profs, la SNCF, enfin, on a eu les raffineries. Enfin, je sais pas, chaque année, il y a eu un blocage national. Et là, cette année, ça commence dès janvier avec les agriculteurs. C'est hallucinant. Et pour moi, réussir à comprendre ce qui motive tous ces mouvements-là, ça peut s'expliquer par une grille d'analyse marxiste. Mais ça, c'est à chacun de bien vouloir accepter de passer par cette grille de lecture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à découvrir la chaîne, à me rejoindre sur les différents réseaux et même sur ma chaîne principale, Éminence Grise. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salutations.